Ce mois-ci, Christian Scalisi, notre maître sommelier, nous invite à participer à une discussion entre maîtres sommeliers de la région Provence. Écoutez-les. Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, des rencontres un petit peu différentes de ce que nous avons l'habitude de faire, puisque ce n'est pas chez les vignerons que nous sommes aujourd'hui, mais à la rencontre des professionnels et mes amis donc, de l'Union des sommeliers de France, donc des professionnels, des prescripteurs du vin et notamment des vins de Provence. Alors je suis en compagnie de Gisèle Marguin, qui est présidente de l'association des sommeliers de Marseille-Provence, qui est chargée de communication auprès de l'UDSF, donc de l'Union des sommeliers de France, et qui est également maître sommelier de l'Union des sommeliers de France. Donc Gisèle, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter l'UDSF et la ZAMP? Bien sûr. Enfin, l'association. Merci tout d'abord Christian pour le recevoir. Eh bien écoute, l'UDSF, l'Union de la sommellerie française, qui regroupe 21 régions, sur 21 régions en France, dont je préside l'une d'entre elles. Qu'est-ce que l'UDSF? C'est la réunion de tous les sommeliers, on espérerait bien tous les sommeliers. Quel est le but? De se réunir, de promouvoir, de goûter, de partager nos expériences, et puis dans des moments très conviviaux. Et puis surtout aujourd'hui de pousser tous nos jeunes vers les concours, alors même si on peut se passer de concours, mais tout ça, ça crée une émulation pour que les jeunes accèdent au métier, parce que le fait d'avoir des concours, des lauréats qui ont des titres qui font briller les yeux de tous les jeunes, vont un petit peu susciter des vocations. Et on en veut pourquoi toutes nos mentions complémentaires qui fonctionnent superbement bien aujourd'hui, ce sont toutes l'avenir de la sommellerie, donc nous comptons beaucoup sur eux. Donc la ZAMP, l'association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence, que je préside et pour laquelle tu es souvent à nos côtés, merci, regroupe aujourd'hui 66 professionnels. Notre association se situe entre Saint-Tropez, on va dire qu'il n'y a pas de limite absolument fixe entre Saint-Tropez à l'est jusqu'à Aft, Draguignan au nord. Et puis on redescend jusqu'au bout de Provence. Donc c'est quand même une région qui C'est 3 départements, quoi, en fait. Oui, voilà, 3 ou 4, où on scinde. On est proche de nos amis du Languedoc d'un côté, avec ceux du 06, puisque même en étant en PACA, on a 2 régions, et tu sais très bien pourquoi, parce que c'est très long. Donc pour faire nos réunions, c'est pas possible, même si on fait plein de choses ensemble. Voilà, donc on représente quand même Nous sommes la 5e association de France, donc je suis très fière. On est une très belle équipe, ça fonctionne bien. Et je m'attache à être très proche des vignerons. Il faut dire qu'en Provence, on est gâtés. On a quand même un panel d'appellations et pas des moindres. On a une région qui bouge. On a une région qui bouge. Toi qui m'accompagne de temps en temps, je crois qu'on a une région qui bouge le plus. Nos vignerons bougent, nos vignerons font des vins extraordinaires. On est là pour les aider, pour en parler, parce que comme ça, c'est facile, quand on parle de ceux qu'on aime. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de voir de plus en plus de vins de notre région sur les cartes des grands restaurants. Ouais. Comment tu trouves l'évolution, toi, depuis 20 ans? Oui, depuis 20 ans, c'est énorme, énorme. Avant, il y avait une espèce de non-notoriété qui était collée au vin de Provence, qui n'était pas assurée d'ailleurs. Aujourd'hui, les vignerons ont bien compris qu'ils avaient un terroir extraordinaire, qu'ils pouvaient faire parler des terroirs. On a le climat, on a le vent qui évite les maladies, on a des cépages, on a le paysage qui est intelligent, et puis des vins de qualité qui n'ont pas à rougir les autres comparativement aux autres. Il y a une vraie identité de terroir quand même ici, il y a un vrai travail. Et puis le fait de pouvoir faire des vins d'assemblage aussi, ça facilite un petit peu le travail du vigneron qui peut, comme aujourd'hui où nous sommes à la Navicelle, je disais tout à l'heure, ce sont des vins d'artistes, ils peuvent conjuguer par rapport à leur cépage, leur terroir, leur parcelle, ils peuvent conjuguer, faire parler leur vin, leur cuvée, faire des choses extraordinaires qui leur appartiennent à eux. Même si on est dans une entité de vin de Provence, je dis toujours, moi, Provence, le nom, les appellations, le prénom. Si tu prends Côte-d'Aix ou Sainte-Victoire très proche, ou la Londe et tout ça, ce sont des vins qui sont proches, mais qui ont tous, comme les enfants d'une famille, ils ont un trait commun, mais ils ont des personnalités différentes. Donc c'est facile d'en parler et de les associer à la grande restauration. Alors, on a parlé d'identité des Côtes de Provence, qui aujourd'hui effectivement n'ont plus grand chose à envier aux autres grandes régions, ou même à la limite au contraire, puisqu'il y a une vraie, moi je trouve qu'il y a une vraie identité de terroir, et nous professionnels, on est vraiment à la recherche justement des vins qui ont quelque chose à raconter. Donc justement la place dans la gastronomie locale, française, comment tu la vois à terme, notamment sur le marché des rosés?
Ce marché des rosés, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai toujours une petite appréhension et ça a pris tellement de place dans le vignoble. Aujourd'hui, on est à 85%, même sur les grandes appellations comme Bandol. Donc, j'ai quand même une petite inquiétude. Je ne voudrais pas qu'on y perde notre âme avec trop de rosés. Mais il y a une demande. Peut-être, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, j'espère que non. Parce qu'on a un tel potentiel avec de grands vins des grands vins rouges, des grands vins blancs, qu'il ne faudrait pas que le rosé éteigne tout ça, étouffe tout ça dans l'avenir. Les vins rosés qui étaient... Parce que le rosé, justement, n'a pas une vraie place à prendre, parce qu'on a une vraie identité par rapport à ça. Mais que nous qui savons faire du rosé ici. Oui, puis en plus on le fait pas trop mal. On le fait très bien. Donc il y a... Moi, enfin, je vais dire, je sais pas, mais j'aime bien faire la correspondance entre l'image que nous on peut avoir de la qualité de nos rosés et les moments de dégustation de rosé et les moments de partage du rosé. Je fais souvent ce parallèle avec les champagnes. Le champagne a l'identité des vins de fête, a toujours des moments de fête et des moments d'exception. Le rosé est un vin convivial, donc il prend véritablement cette place que n'ont pas les rouges et les blancs. Mais complètement, mais il ne faudrait pas que la Provence ne devienne que conviviale. Il faut aussi qu'elle reste dans le sublimissime. Regarde, on a dit les vins qu'on a dégustés, c'est magnifique. Donc les cuisiniers, je pense surtout aux grands de table. Moi je côtoie quand même tous les sommeliers de France dans les grandes régions. On a des grands restaurateurs, des grands chefs qui élaborent des plats qui méritent, je dirais pas autre chose que du rosé, mais aussi autre chose, et ce qu'on sait faire. Donc s'ils ne font que le rosé pour le côté convivial, donc synonyme un petit peu de plat d'été, je ne voudrais pas qu'on oublie les grands vins rouges pour les plats d'hiver, pour les plats de truffes, pour les plats un peu plus riches, tu vois, les plats de cheminée, les plats d'hiver, les champignons. Est-ce que la Provence n'a pas des problèmes de riches? C'est-à-dire qu'on fait des grands rosés où on est tout seul à le faire, on fait des grands rouges, ça c'est évident, je ne viens pas qu'à Bandol mais en Provence, et puis finalement on se rend compte aussi qu'on fait quand même des grands blancs qui ont une vraie place avec une vraie gastronomie. Voilà, ce que je dis, est-ce qu'on n'a pas un peu des problèmes de riches en ce moment? Oui, on a peut-être trop de belles choses, mais n'oublions pas nos grands blancs, n'oublions pas nos grands rouges. Alors c'est super, les rosés, moi je suis la première. Et puis on verra bien justement au mois de septembre, au mois d'octobre, ce qui va se passer quand nos grands sommeliers vont descendre à l'occasion du meilleur sommelier de France. Exactement, voilà, c'est une bonne introduction. Ouais. Donc on a le privilège effectivement d'organiser le meilleur sommet de France, vous l'avez dit. La finale du meilleur sommet de France, donc, qui aura lieu au mois d'octobre, exactement. Qui a lieu tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, et là j'avais souhaité sur Marseille, parce que je trouvais que Marseille se devait, aujourd'hui Marseille est une ville quand même magnifique, à l'aube de la ville mondiale de la culture. Donc se devait de recevoir tout ce panel de grands sommeliers qui va descendre chez nous à la rencontre de nos vins. Et je vais voir un petit peu leur réaction. C'est une belle vitrine, ça, hein, pour le vignoble de Provence. Hein. Oui, une très belle vitrine. Enfin, notamment pour le Var. Enfin, je veux dire, nous, on parle beaucoup du Var. Moi, je suis un petit peu de Provence. Oui, moi, je suis plus du Non, Var. pas du tout. Non, Provence, question. Oui, Provence, en famille. Mais je suis heureuse parce que c'est vrai que les sommeliers Paris surtout, sont plus attirés vers les rouges. Alors j'attends leur réaction de voir, parce qu'on a notamment une soirée autour du rosé. Donc j'attends vraiment leur réaction pour voir comment nous pourrons après les prescrire, alors que là, je suis persuadée qu'ils arriveront. Hein. Parce qu'ils viennent chez nous pour chercher la convivialité, pour chercher le soleil, mais il faut qu'ils ramènent notre culture un peu ailleurs et qu'ils arrivent à l'accommoder avec des plats. Oui, qu'on arrive à passer nos vrais messages, effectivement, qu'on n'est pas que des rosés d'été. Ah oui, complètement. Oui. Donc c'est une belle manifestation. Gisèle, je te remercie. De notre région. La manifestation, oui, mais de notre région et de nos vignerons. Qui sont des grands artistes. Oui, il y a de quoi. Et puis je pense qu'on a quelques belles années d'ombre. J'espère. Je pense. On en reparlera. On y croit très fort. Merci Gisèle. Merci. Au revoir. Alors, deuxième rencontre aujourd'hui avec mon ami Frédéric Hamel, qui est également maître sommelier, qui est un des membres éminents et un des anciens membres de l'association des sommeliers de Marseille-Provence. Alors, si je me rappelle bien, tu n'es pas d'ici, toi? Non, de Lorraine. Ah oui, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené De l'école hôtelière, j'ai commencé à faire donc des stages, mais des stages dans le sud. Donc j'ai commencé à faire ça sur Nance-les-Pins, sur Juin-les-Pins, entre autres. Et ensuite, après l'école hôtelière, j'avais le choix entre soit la capitale, donc Paris, soit le sud. Moi j'ai préféré le soleil. Ouais, t'as bien fait. Parce que nous à Metz, on ne savait plus si le soleil était rond ou carré. Donc on avait fait descendre dans le sud. Ouais, non, t'as bien fait. Ouais. Et en venant ici, qu'est-ce qui t'a attiré par ici? Qu'est-ce que tu as découvert dans les vins d'ici?
Je les ai rencontrés un peu plus tard, parce que bon, dans mon parcours, il y a eu la gastronomie donc, dans le sud, ensuite je suis reparti vers l'Angleterre, Paris, et je suis redescendu dans le sud, de par la découverte de vignerons, et surtout par rapport au progrès qu'ont pu faire les vins de la région, grâce évidemment donc, aux œnologues, qui se sont occupés d'ampélographie, de replanter les cépages en fonction des sols, et de voir un nouveau type de vin pour la gastronomie, et qui s'accordait à merveille justement avec cette gastronomie méridionale Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît maintenant. Ouais. Comment tu vois l'évolution depuis 20 ans? 20 ans, énorme au niveau des... je dirais que les premiers progrès en Provence ont été sur les rouges. Maintenant, les rouges, ça s'est un petit peu lissé. Les progrès dans les rouges se sont un petit peu stagnés. On a le Languedoc-Roussillon à côté qui ont un peu plus de liberté, donc ils arrivent à sortir des choses un petit peu plus innovantes. Mais les premiers progrès pour moi en Provence, ça a été sur les rouges. Maintenant, la progression, elle s'est faite sur les rosés. Et on a senti la tendance au niveau de l'année. Ça y est que maintenant, moi en tant que caviste, je vends des rosés toute l'année. Oui, chose qu'on ne faisait pas avant. Chose qu'on ne faisait pas avant, c'était vraiment estival. Alors que là, les rosés, on est maintenant à la fois sur des rosés où on maîtrise complètement les vinifications, où on a vraiment des rosés de plaisir et non plus des rosés de soif. Et en plus de cela, on a aussi des rosés de gastronomie. Donc nous, en tant que sommelier, on se retrouve avec des accords du vin et des mets qu'on ne pouvait pas faire avant. Sur des filets de rouget à la truffe blanche d'Alba, par exemple, trouver un blanc qui va avec ça. Le blanc boisé n'irait pas, le blanc minéral ou floral non plus. Par contre, on a des rosés de gastronomie où on trouve un accord idéal pour ce type de plat. Il y a un vrai couteau suisse avec les rosés qu'on a aujourd'hui. On a un vrai style, on a une vraie typicité. On a vu aujourd'hui à la Vernissage ce qu'on a eu le plaisir de goûter avec différents types de rosés, avec donc différents moments, différentes gastronomies, différents styles. Mais je reviens juste ce que tu disais tout à l'heure sur les rouges, tu faisais cette comparaison avec nos amis du Languedoc-Roussillon. Alors certes, ils font des bonnes choses, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, enfin, on va pas dire ce qu'ils ne sont pas, mais en Provence, est-ce que tu trouves pas que les vignerons sont pas allés plutôt vers l'identité de terroir, vers la recherche justement d'identité, de style, essayer de plus exhaler les terroirs plutôt que par rapport au Languedoc où j'ai l'impression qu'on fait du vin pour faire du vin un peu dans l'absolu. Ouais, c'est peut-être un mauvais exemple. J'ai cité les vins du Languedoc. Ça reste des vins méditerranéens. Oui, mais quand j'ai parlé du Languedoc, je me resituais plus par rapport au premier progrès des vins rouges de Provence il y a 20 ans. C'est-à-dire que ces gens-là ont commencé à s'intéresser vraiment à l'ampélographie, parce que c'est pour moi la base d'un bon vin. Et en Provence... L'ampélographie qui est l'étude des cépages. Voilà, c'est-à-dire l'adaptation du cépage au sol, et en fonction de son climat évidemment. Mais tout ça, ça donne une révélation que l'on a connue il y a 20 ans en amont, donc en Provence, qui est maintenant bien installée et que l'on retrouve un peu moins, parce que cette identité, pour moi, elle est intégrée en Provence. Maintenant, on a vraiment des rouges. L'évolution qu'il y a eu sur les rouges de Provence, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu ce progrès énorme qui en a fait de grands vins, et maintenant c'est la recherche des rouges par rapport à leur terroir. Et essayer de s'identifier vraiment, ce qui nous permettrait d'ailleurs, et ça j'aimerais qu'on aboutisse à cette éventualité, de pouvoir faire de la Provence, des vins de Provence, des sous-régions comme dans le Bordelais, avec les plateaux du pays, la vallée intérieure, la bordure maritime, et essayer de donner une identité à tout, parce que c'est quand même un des plus grands vignobles. Toi qui justement est au contact des particuliers au quotidien, comment est l'image des Provences, des vins de Provence? L'image est nettement supérieure, parce que moi ça fait 8 ans que j'ai ma cave, et en 8 ans j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à vendre des vins de Provence, parce que les gens, que ce soit les touristes français ou étrangers, viennent beaucoup plus volontiers vers le rayon des Côtes de Provence. Alors qu'il y a 8 ans, il fallait que je les tire en disant venez, il y a de très beaux vins, il y a de très beaux vins à découvrir. Alors que là, avec la mondialisation, il y a eu, je pense, une émulation et un intérêt beaucoup plus rapide maintenant, en tout cas dans les dernières années, moi je le sens comme ça. Il y a un retour identitaire qui à mon avis se fait. Mais bien mérité. Mais par rapport, tu parlais de sectorisation, je ne sais pas si tu le pratiques entre la Sainte-Victoire, la Londe, etc. Si. Par l'impression que c'est un peu compliqué. Oui, pour l'instant c'est pas très clair.
Pour toi, j'ai pas l'impression que ça risque de se clarifier beaucoup, quoi. Ça, c'est... bon, moi, c'était un souhait. C'était un souhait, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait aussi cette unification au niveau des producteurs. Ouais. On le sent plus du côté Sainte-Victoire que Fréjus, par exemple. Fréjus, ouais. ça n'a pas une identité. Sainte-Victoire, il y a une délimitation qui est presque naturelle. Je veux dire, voilà, déjà, comme la Londe. Voilà, ça, ouais. Ce sont deux... Ici, c'est quand même pas super simple, quoi. Mais, et après, au niveau des conseils que tu peux arriver à donner, parce que c'est vrai que c'est un des conseils que le client attend quand il vient voir un caviste, justement, et en plus, quelqu'un comme toi, sommelier de métier, qui a un vrai bagage entre les mains. D'accord, mes vins avec les rosés, les gens... non, c'est moi qui l'impose. Ouais, mais est-ce que... l'idée que ça soit plus que pizza, partie de boule et merguez, ça rentre un peu, ouais. Pas encore, je pense que là c'est encore un peu trop... Oui, malgré le fait que tu dises qu'on en vendait toute l'année? Oui, parce qu'on en vend maintenant toute l'année et je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont liés à ça. Et qu'on a une qualité de rosé qui est nettement supérieure à ce qu'on pouvait retrouver il y a 10-15 ans. Et les gens évitent de faire des mélanges avec des apéritifs anisés ou vins cuits au départ. Et ils se font plus plaisir avec, donc, comme ils le feraient avec des blancs, maintenant ils ont un plaisir un petit peu à l'année à le faire avec des rosés. Donc on a quelques belles années devant nous. Bon. Merci Frédéric, merci encore. Merci à toi. Alors, nouvelle rencontre encore fort intéressante avec Denis Royère, qui est professeur de sommellerie au lycée hôtelier de Marseille, qui est en charge la mention complémentaire sommelier, donc qui forme la relève des jeunes sommeliers. Tu es également un des membres éminents de l'association des sommeliers de Marseille-Provence, puisque Denis en est vice-président. Et donc c'est toi qui es en charge notre relève, à nous les vieux et les anciens. Avec mon collègue. Hein. Avec on fait évidemment ça en équipe depuis 21 ans maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est notre 21e promotion cette année. On vient de recruter il y a quelques jours. Donc on recrute 13 jeunes sur un potentiel de 1200 élèves au lycée. Donc c'est une petite formation qui dure 1 an et qui concerne des jeunes qui ont la passion. On ne demande pas des champions du monde, parce que souvent l'enseignement initial ne permet pas aux jeunes d'avoir beaucoup de connaissances dans le vin, mais au moins des jeunes qui en veulent et qui sont capables de consacrer encore une année à travailler à fond pour connaître un maximum du vin, toutes les matières dont on parle dans la formation. Votre but, ça serait de les emmener où, en fait, au bout de cette année? Alors, il est double. On ne fait pas des sommeliers. Parce que sommelier, c'est quand la passion, elle naît. Sommelier, c'est quand le gars, après avoir vraiment travaillé, avoir obtenu des résultats, dit « moi, je veux en faire ma vie et mon métier ». Sinon, on donne une formation supplémentaire à ces jeunes. Un plus qu'ils auront, quoi qu'il arrive, s'ils travaillent et qu'ils ont leur diplôme, qu'ils soient maîtres d'hôtel, chef de rang, même chef de cuisine, c'est pas un problème. Hein. Oui, c'est déjà un gros plus, ouais, c'est déjà bien. Ils peuvent avoir ce supplément, s'ils travaillent bien, ils l'ont ce supplément. Et chez certains d'entre eux, où naît la passion, ils vont en faire leur métier. Ceux-là, souvent, ils passent quelques concours aussi. Et donc, notre objectif, c'est donc double, à la fois de leur donner des connaissances indispensables dans ce domaine pointu du métier, et à la fois, chez certains, quand la passion naît, en faire des sommeliers. Ouais, d'accord. Alors, il n'y en a pas beaucoup tous les ans, puisque généralement, vous en avez entre 10 et 12. C'est trop peu, je ne sais pas comment tu vois ça. Ce n'est pas la seule mention complémentaire de France. Hein. Donc si on fait le bilan de tous ceux qui forment et de tous ceux qui sont formés en France, finalement on doit mettre sur le marché du travail quelque chose qui correspond à une offre. Est-ce que tu trouves que l'offre n'est pas un peu réduite? On n'arrive pas à répondre à toutes les offres. Mais oui, donc justement par rapport à ça. Est-ce qu'on en forme assez? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, enfin, toi qui le vois vraiment à la source, est-ce que tu trouves que les jeunes qui sortent aujourd'hui dans notre métier, j'allais dire plus généralement dans la restauration, est-ce que tu trouves que ces jeunes-là sont assez formés dans le milieu du vin? Nous, ce qu'on fait, je pense qu'on le fait bien. C'est-à-dire quand on... Non, et je pense que ce qu'on fait en une année, post-diplôme lycée hôtelier, et les jeunes qu'on met sur le marché du travail ont un vrai potentiel pour commencer en bas de l'échelle et commencer une carrière. Il y en a certains qui sont demandés. Hein. Le seul problème, c'est que tous ne font pas ça. Et tous ne sont pas prêts à payer le prix après dans la profession. Ouais. C'est ça le problème. Il y a un vrai prix à payer à la fois dans l'année de formation,
parce que c'est l'année la plus dure de toute la formation d'école hôtelière, même ceux qui ont un BTS. Et alors ensuite, donc, il y a un prix à payer en termes d'horaire, en termes de voyage, en termes de quitter sa maison, de quitter papa et maman, de quitter la fiancée s'ils en ont une. Et les jeunes ne sont pas forcément prêts à payer le prix aujourd'hui. Ils veulent la stabilité, un bon revenu, ils veulent tout, quoi. Ouais. C'est plutôt un problème de mentalité, et il n'y a que le passionné qui peut dépasser ce problème-là. Pourtant, chez les sommeliers, quand même, le jeu en vaut la chandelle, quand même. C'est incontestable. C'est quand même... Alors oui, forcément, tout le monde défend dans son métier, mais j'allais dire, il y a un vrai plus par rapport à ça, quoi. Mais depuis 20 ans que tu fais ça, tu vois les choses changer, tu vois les choses évoluer dans un sens ou dans un autre dans la profession ou pas? Les femmes. Ah, oui, heureusement. De plus en plus, ouais. Acceptées. De plus en plus, alors qu'elles aient un potentiel, j'en ai jamais douté. J'ai 3 filles, pas un problème. Ouais. Et puis elles sont minutieuses. Ouais. Elles sont beaucoup plus minutieuses que les garçons. Là où ça coince un peu, c'est quand il faut porter des caisses de 12 sur 3 étages. Ouais. Enfin, maintenant, on fait de plus en plus de caisses de 6. Hein. Voilà, mais enfin bon, c'est lourd, c'est difficile pour elles. Donc c'est plutôt physique qu'autre chose. Et sinon, le changement, c'est surtout ça. Mais des passionnés, on peut en trouver aujourd'hui comme il y a 20 ans. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut plus les suivre, on sait plus ce qu'ils deviennent à cause grâce aux moyens de communication. C'est mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, même si les plus belles places sont prises. Oui, bien entendu. Mais justement, toi qui enseigne le vin et la sommellerie aux élèves, alors je change un tout petit peu de sujet, comment tu vois l'évolution des vins de Provence par rapport à il y a 20 ans? Quel est ton sentiment? Le petit souci que j'ai actuellement, c'est avec 80% de production de rosé au moins sur la Provence. Le chiffre doit être à peu près bon. Oh non, il est plus élevé que ça. Voilà, donc c'est déjà... Alors on sait... Et bon, à la fois c'est contradictoire parce qu'on fait pour moi les plus beaux rosés du monde. Et on a surtout le buffet qu'on avait à midi, le petit buffet de mise en bouche. Il était fait pour le rosé. Complètement. Voilà, donc je sais. Voilà. Et oui, mais notre Provence, c'est ça. Elle est faite pour le rosé. Or, le rosé a une mauvaise réputation chez les sommeliers en France, en dehors de notre région. Les Parisiens, par exemple, où se situe une grande partie de la gastronomie française et des grands restaurants, des grands sommeliers, c'est pas ça qu'ils vendent le plus. S'il y a 2-3 rosés qui se vendent bien là-haut, donc nous... Parce qu'ils ne les connaissent pas. Si tu regardes les cartes des vins des grands restaurants parisiens, ils ont un style de vin très particulier dans les rosés, je ne citerai pas de nom, mais qui n'est absolument pas la représentativité du marché en fait. Voilà. Ils ont toujours des choses un peu bizarres, ils ont des choses qui sont un peu anachroniques, qui sont un peu des choses qui ne correspondent pas à mon sens à la réalité. Mais enfin, est-ce que c'est si grave que ça? Ce qui est grave, c'est qu'on croit qu'en Provence on fait que du rosé. Ouais, mais enfin, c'est pas loin d'être la réalité. Voilà. Et c'est pour ça que ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on avait compris qu'on faisait des rouges magnifiques. Je ne parle pas des blancs, même s'il y a des jolis blancs, mais voilà. Il y a des grands dans le marché. Mais quand même, il y a quand même une généralité. Et nos appellations comme les Vosges, comme Bandol, et les Côtes de Provence, Sainte-Victoire ou Fréjus ou la Lande, on arrive aujourd'hui à sortir des vins rouges superbes, des bélets, etc. Mais avec cette histoire de plus de 80% de rosé, ça dévalorise un petit peu, à mon sens, tout le travail, tout l'effort qui a été fait sur les rouges. Mais est-ce qu'il y a la place pour, justement, enfin, est-ce qu'il y a la place? Il y a la place pour tout le monde, mais est-ce que la place des rouges, est-ce qu'il y a autant de place que ça pour les rouges en fait? Et est-ce qu'on n'a pas justement la chance d'avoir des rosés qui soient uniques, qui ont une gastronomie qui est extrêmement large et qui peut nous permettre de faire des choses plutôt avec une vraie mise en valeur? C'est notre savoir-faire finalement. Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, ça me gêne qu'on revienne avec autant de rosé parce que c'est la crise et que ça tombe bien. Parce que ça tombe bien. C'est l'idéal en tant que crise. En temps de crise, le rosé, c'est pour ça qu'on est content d'être les premiers. Mais quand ce sera fini, quand les gens vont essayer de retrouver autre chose que du rosé, qui a encore une mauvaise réputation, comment on va faire? On sortira nos grands rouges. Voilà. Il y en a quelques-uns. Il ne faudra pas qu'on les ait oubliés. Non, il ne faudra pas qu'on les oublie. C'est un peu notre boulot. Parce qu'on est revenu un petit peu en arrière de ce point de vue-là, je trouve. Il y a encore 4-5 ans, on était à moins de 60% de rosé.
Où ça? sur l'ensemble de la Provence. Je sais pas. Parce que tu sais, il y a ce que l'on dit, il y a l'image qu'on veut véhiculer. C'est le cas à Bandol, on véhicule l'image de rouge, mais on produit du rose. Je veux dire, on est un peu à l'écoute de la réalité économique. Mais non, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, t'es assez fan quand même des rouges. Moi aussi, je veux dire, bon. Mais moi, je suis fan du rosé. Ouais, le rosé, là, Je suis fan du rosé parce que j'aime la gastronomie provençale. Et elle est faite pour les rosés. Ouais. Le soleil, la tonnelle et tous les produits, les oignons, la tomate, l'huile d'olive, les anchoyades, les tapenades, c'est fait pour le rosé. Non, et les petits farcis, et tout ce que tu veux. Donc c'est pas un souci. Malgré tout, je trouve que c'est un gâchis de ne pas pouvoir produire plus de rouge avec des terroirs aussi beaux qu'on possède en Provence. Donc vous enseignants, professeurs, je veux dire, vous êtes des grands prescripteurs, vous êtes là aussi pour, j'allais dire, expliquer à nos élèves et aux futurs sommeliers justement que la Provence est un grand vignoble, qui est un vignoble en devenir, qui aujourd'hui prend une vraie place avec les rosés, il prend la place avec les rouges, il prend la place avec les blancs. On est bien d'accord? Il a une place à prendre dans les blancs, Ouais. il a une vraie place sur les rouges, mais sa place c'est le rosé. Si je peux me résumer comme ça. Ouais, non, c'est très juste, ouais, c'est très juste. Et le rosé ne me dérange pas du tout parce que j'aime beaucoup, à cause de notre gastronomie, on en a parlé il y a quelques instants, c'est fait pour ça. Notre terroir est fait pour ça, à la fois les plats, à la fois les vins, pas un problème. Il faudrait peut-être qu'on développe une autre approche du rosé et une autre façon de le voir, le rosé. Oui, ça je suis complètement d'accord. Et il y a une vraie place définitive à lui trouver et comment dire, pas une identité parce qu'il en a une, mais effectivement le rosé a différents. Enfin moi j'aime bien la communication du comité d'école de Provence par rapport à ça, qui travaille beaucoup sur les instants rosés. C'est-à-dire il y a des instants de convivialité, il y a des instants sur différents types de cuisine, sur différents types effectivement, de gastronomie et différents styles de vin aussi, puisqu'ils sont à la recherche un peu de différents types de vins comme on a goûté ici, avec des rosés un tout petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de trouver ailleurs. Des rosés simples et très bons, et puis des rosés de fort caractère. Une question que je me pose qui est un petit peu originale. Nous, on a 6 mois pour déguster des rosés. Et d'ailleurs, en France, ils ont 2 mois. Ouais, complètement. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ouais. Ailleurs, ils ont très peu de temps, entre guillemets, de beau temps, et un temps qui permet d'avoir des plats arrosés. Et nous, c'est tout le temps. C'est vrai, on a cette chance. Donc c'est peut-être la différence. Aussi. Donc il faut peut-être faire en sorte qu'il y ait plus de soleil ailleurs. Aussi, ouais. Y penser. Merci Denis pour cette conversation. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Il me reste à vous souhaiter de passer un très bon mois d'août et je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Au revoir. Thank you.